Bien, nous poursuivons donc nos travaux en entendant M. Bertrand Monet, professeur à l'EDEC Business School, spécialiste de l'économie du crime, et M. Nicolas Bellion, président de l'association LCB-FT. Messieurs, nous vous avons sollicité pour comprendre comment agir de manière préventive contre le blanchiment d'argent, notamment au travers des règles connues sous le nom de dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vous avez tous deux une expérience concrète du sujet. Monsieur Monet, vous avez notamment mené plusieurs études de terrain et vos analyses sont évidemment précieuses pour nous. Alors, je vais vous indiquer donc que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Et enfin, je vous rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434 13, 434 14 et 434 15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Monet, levez la main droite et dites « je le jure ». Je vous remercie. Monsieur Bellion. Je le jure. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, donc je vous laisse tout de suite la parole. Quelques minutes de préambule, et puis après, je passerai la parole pour les échanges à Madame la rapporteure et aux collègues sénatrices et sénateurs. Merci. Ouais, on peut commencer par Monsieur Monet, si ça vous va. Comme vous le souhaitez, bien Monsieur le Président, Madame, Messieurs les sénateurs, je suis très, très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette commission. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai une compréhension assez précise de certains des sujets sur lesquels il m'a été proposé d'intervenir. L'approche qui est la mienne est d'essayer, dans le cadre de mes recherches et de publications que je réalise avec le journal Le Monde, de documenter l'économie criminelle au contact de certaines organisations qui conduisent des trafics et qui donc, in fine, c'est là aussi un de mes sujets de travaux, blanchissent le bénéfice de leurs crimes. Je pose le périmètre. Ces organisations étant un clan du cartel de Sinaloa, cartel mexicain, deux narco-organisations colombiennes établies à Cali et à Bogota, un groupe criminel brésilien qui est le PCC, Primeiro Comando da Capital, qui travaille à la fois à São Paulo ainsi qu'en Amazonie où je travaille, un groupe appartenant à la Camorra, au clan d'Ilauro de la Camorra, un groupe de pirates nigérians et une entité qui travaille en France qui est reliée aux organisations colombiennes. Voilà le terrain sur lequel je travaille. Et pour ce qui est du blanchiment, et non seulement de l'amont, les phases sur lesquelles j'essaie de travailler sont les trois phases constitutives du processus de blanchiment, en interrogeant ces parties prenantes sur les techniques qu'elles utilisent pour réaliser le placement, le layering, enfin l'empilage, et l'intégration, en essayant d'identifier et de suivre la priorité avec laquelle ils réalisent leurs investissements une fois blanchis, et avec quelle technique, avec quel support, moyen, notamment à l'étranger, ils les réalisent. Voilà le cadre des recherches que je conduis et l'origine des informations que je vais essayer de partager avec vous. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs, d'abord je me dois de commencer à votre égard par un exercice de transparence puisque je suis auditionné au titre de mes activités associatives sur lesquelles je vais revenir, mais outre cette activité associative et bénévole, je me dois d'indiquer à la Commission que j'exerce deux activités professionnelles principales. D'abord une activité d'enseignement sur les thématiques de conformité et de droit bancaire au sein de quelques écoles et universités franciliennes. Ensuite et surtout à titre principal une activité de responsable groupe de la sécurité financière au sein de l'UBAF, un établissement privé, une banque spécialisée dans le financement du commerce international, filiale du Crédit Agricole. J'ai par le passé travaillé pendant un peu moins de 6 ans au sein de la CPR, je crois que vous avez reçu ce matin mes collègues, en tant que superviseur bancaire sur les thématiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais donc j'exerce aujourd'hui une fonction pour le compte d'un établissement qui est lui-même assujetti à la réglementation LCB-FT et qui est à ce titre contrôlé par la CPR. Donc ce n'est pas au titre de cette fonction que je parlerai aujourd'hui. Un petit mot de clarification aussi, je crois que cette audition s'inscrit dans le cadre d'une table ronde sur le thème avec des spécialistes de l'économie du crime. C'est certainement un qualificatif qui s'y à merveille à Bertrand Monet, mais dans le cas de l'association que je représente, nous travaillons surtout sur les dispositifs nationaux de lutte contre la criminalité financière, plus que sur la criminalité elle-même. Et donc je ne pourrais vous parler que de la dimension préventive de la criminalité, pas tellement de sa dimension répressive.
J'ai bien noté, cela dit, que vous avez déjà auditionné plusieurs universitaires à ce sujet et j'essaierai donc de ne pas trop répéter ce qu'ils ont évoqué. Quelques mots sur peut-être l'association que je représente. Vous le savez, vous en avez, je crois, rencontré. Il existe plusieurs grosses associations anciennes et structurées sur l'éthique des affaires, mais qui sont surtout spécialisées dans la lutte contre la corruption. C'est le cas d'Anticor, de Sherpa, de Transparency International que vous recevez juste après. LCBFT France, c'est une association à but non lucratif qui s'est davantage tournée vers les autres formes de lutte contre la criminalité financière, à savoir la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc c'est ces lettres LCBFT avec lesquelles vous êtes maintenant sans doute très à l'aise. Mais c'est aussi plus largement la lutte contre les fraudes fiscales, sociales, douanières, etc. L'association en tant que telle a été créée, alors elle a été créée de facto il y a environ 5 ans et les statuts ont été formellement déposés il y a 2 ans. Nous comptons aujourd'hui une communauté de quelques milliers de membres, surtout composée de professionnels de la conformité au sein d'entreprises assujetties, mais nous savons qu'on a aussi dans notre lectorat des juristes, des notaires, quelques policiers et douaniers. Notre association a une mission principale, celle de sensibiliser le grand public sur les enjeux de la sécurité financière. Cela passe donc surtout pour nous par l'animation d'un média en ligne gratuit qui propose des publications d'actualité, des analyses, des interviews d'experts, mais aussi des travails fruits de partenariats avec des institutions dont on va promouvoir le travail. Je pense par exemple à l'AFA, à la GRASC, à la DNRED, etc., avec lesquels on a pu travailler. Nous essayons de toucher un lectorat le plus large possible afin de contribuer à diffuser la culture de la sécurité financière et plus largement de l'éthique des affaires. Nous sommes aussi susceptibles d'apporter notre expertise à d'autres associations qui peuvent indirectement travailler sur ces thématiques, voire à des institutions, puisque certains de nos travaux ont par exemple pu être utilisés par la Commission européenne. Et cette mission de sensibilisation, elle est selon nous indispensable dès lors que l'on voit encore sur les réseaux sociaux très régulièrement des commentaires de gens qui se plaignent de demandes qui leur sont faites par leur banque, sur l'origine des sommes qu'ils déposent, sur leurs revenus, leur patrimoine, soit autant de questions qui doivent être posées aux fins d'obligation de connaissance de la clientèle. Beaucoup de citoyens trouvent encore ces questions intrusives, s'en méfient, voire refusent d'y répondre, alors que la transparence financière est, à tous les niveaux, essentielle. Plus largement, on constate encore une grande tolérance à l'égard de la fraude fiscale, de la corruption de faible intensité et des conflits d'intérêts. Outre cette mission principale de sensibilisation, l'association LCBFT France s'est dotée depuis 2 ans d'une mission secondaire, celle d'encourager, de promouvoir, de contribuer aux travaux de recherche académiques et scientifiques sur les sujets de lutte contre la criminalité financière. Nous sommes donc régulièrement sollicités pour intervenir sur des mémoires, des enquêtes, des travaux de recherche, etc. Voilà, j'ai aussi un long propos général sur la criminalité financière, mais peut-être que je vous le garde pour plus tard ou je me lance dans ça. Très bien, peut-être moi je proposerais de redonner la parole peut-être à monsieur le professeur Monet pour voilà, quels sont les éléments que vous souhaitez porter à la connaissance de la commission d'enquête, peut-être quels sont les constats qui émanent de vos travaux. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Alors je vais m'appuyer sur les réponses que j'ai structurées au questionnaire qui m'a été transmis, si vous le voulez bien que j'utilise ce document comme architecture. Alors, bon, la première question est assez générale et particulièrement ardue. Est-ce qu'il est complexe, facile de blanchir sur le territoire national ou international? Alors, pour ce qui est du cadre, encore une fois, je ne pense pas être le plus autorisé à en parler, mais vu du côté des quelques blanchisseurs que je dois côtoyer dans le cadre de mes travaux, alors, et si on se réfère, pour essayer d'être précis, à ces 3 phases du blanchiment que j'évoquais, sur le territoire national, y compris outre-mer, hein, la phase de placement, c'est-à-dire la phase de transformation de cash en argent bancarisé, semble être de toute façon assez problématique. Dans les échanges que j'ai, on ne sent pas d'aisance particulière dans cette phase, surtout comparée à celle qu'il trouve dans d'autres pays. Ce qui va m'amener à parler du hawala tout à l'heure, c'est-à-dire à transférer le cash dans des pays où il est plus facilement bancarisable, si vous me permettez ce néologisme. Voilà, donc pour cette phase de placement, il n'y a pas, à mon sens, hein, encore une fois, mais Tracfin en parlait beaucoup mieux que moi, je sais que vous les avez sans doute déjà auditionnés, mais il n'y a pas de vulnérabilité particulière en France. En revanche, pour la partie d'empilage et surtout d'intégration, pour cette dernière phase, là, il y a vraiment, et je pense que c'est croissant, et ça m'a beaucoup surpris, un attrait du territoire français, spécifiquement pour cette dernière phase d'intégration. J'ai été très surpris depuis 2 ans en interviewant, et ces interviews ont déjà été diffusées pour certaines, et le seront pour les suivantes. On voit des narco-organisations étrangères qui investissent ici, en utilisant des prête-noms, évidemment, en utilisant la complicité d'organisations françaises qui le font déjà depuis longtemps, mais ça dénote quand même une attractivité du territoire pour cela, et donc peut-être une faiblesse associée des dispositifs de détection.
Donc pour cette première question assez généraliste, en soi, je ne vois pas, dans ce que j'entends, je n'entends pas d'attrait particulier pour cette première phase, la phase sans doute la plus sensible, hein, dans ce qu'ils me décrivent, pour les narcotrafiquants en tout cas. La phase la plus dangereuse pour eux est très clairement, hein, et je pense que ça vous a déjà été dit dans le cadre des travaux de la commission, mais la phase la plus dangereuse pour les blanchisseurs, c'est cette première phase, hein, de transformation, et c'est la plus coûteuse aussi. On ne voit pas d'attrait particulier. Pour la deuxième question, alors, est-ce que la culture de la vigilance est suffisamment développée? Je pense que pour ce qui est du secteur bancaire, globalement, de l'industrie financière, à mon avis, oui. Le rempart, je pense, est suffisamment haut et il est très clair, mais je pense que mon confrère ici en parlera avec plus d'autorité. Je pense que les banques aujourd'hui vont même au-delà de leurs obligations, parfaitement conscientes du risque réputationnel et pénal qui pèse sur elles. En revanche, il est très très clair que bien d'autres fonctions qui sont assujetties, hein, aux lois anti-blanchiment, à mon sens, ne vont évidemment pas assez loin. Et je vais en parler juste après. C'est un facilitateur très très net des opérations, notamment dans la phase d'empilage. On voit, je pense, une conscience très faible des experts comptables. Pour cette phase de placement, quand elle est réalisée ici, vous connaissez toutes les techniques qui sont utilisées, hein, je ne vais pas vous faire l'offense de les rappeler, mais l'injection de cash dans la caisse dans la trésorerie de commerce légitime à avoir un usage massif et intensif de cash, c'est une technique qui est vieille comme le monde, mais qui est quand même détectable au premier chef par l'auditeur et par l'expert comptable. Alors force est de constater que c'est une technique qui existe toujours, et je crois que le nombre de déclarations de soupçons qui sont faites à traque-fin par ces fonctions-là est quand même très faible. Donc voilà, il y a des fonctions qui sont à mon sens particulièrement utilisées, enfin qui pourraient être utilisées pour détecter, qui à mon sens ont un niveau de vigilance qui est faible, au premier rang desquels ceux qui auditent les comptes et ceux qui certifient les comptes des entreprises qui sont utilisées comme des lessiveuses, ces commerces qui sont légitimes à avoir un usage massif et intensif de cash. Ce ne sont pas les seuls. Je pense aussi à des fonctions telles que celles d'agents immobiliers, qui là aussi, pour cette phase à la fois d'empilage et d'intégration, sont des filtres, hein, qui voient passer énormément d'opérations qui, pour certaines, peuvent paraître suspectes. Ce ne sont là encore pas les seuls. Pour ce qui est, de cette phase de placement via l'acquisition d'œuvres d'art, notamment, et également de valeurs, quelles qu'elles soient, là aussi, dans ce que j'entends, hein, de la bouche de ces gens que je dois rencontrer pour mes recherches, ce sont des techniques anciennes qui continuent à être utilisées. Alors c'est vrai en France, c'est surtout vrai à l'étranger avec l'acquisition, et ça vous a sans doute déjà été dit, mais je porte à votre attention l'utilisation quand même très régulière de ports francs, notamment le port franc de Genève, mais pas seulement, pour acheter tout ce qu'on peut acheter en cash sur un port franc avec une revente à plus ou moins courte ou moyenne échéance. Ce sont des techniques qui sont tout à fait sues, et là aussi, je pense qu'il y a quand même une vigilance assez faible pour ce qui est de ces fonctions-là. Alors, la question qui, je pense, est celle sur laquelle j'ai des éléments peut-être les plus intéressants pour votre commission, en toute modestie, c'est celle qui porte sur les techniques de blanchiment utilisant directement les entreprises, c'est-à-dire instrumentalisant finalement une entreprise. Alors, une entreprise, à mon sens, et dans les schémas sur lesquels je travaille, elle peut être utilisée dans plusieurs dimensions, mais il y a d'abord cette utilisation que j'évoquais tout à l'heure, l'utilisation de la trésorerie d'entreprise qui sont légitimes à utiliser du cash. Ça, c'est une chose pour cette phase de placement. Mais très très vite, les schémas qui permettent d'identifier l'utilisation frauduleuse d'entreprises sont des schémas d'empilage qui permettent à ces organisations, j'avais commencé à l'identifier au Brésil, je l'ai identifié beaucoup, je travaille dessus avec ce clan du cartel mexicain, mais ce sont des techniques qui sont utilisées ici également, hein. En fait, c'est mouvementer de l'argent de compte professionnel à compte professionnel, sans éveiller l'attention du banquier. Pour cela, il faut évidemment utiliser des flux financiers qui sont a priori légitimes, et il n'y en a pas 50. Et le premier flux financier qui est systématiquement utilisé par les organisations sur lesquelles je travaille, c'est l'achat.
À partir du moment, c'est un cercle vicieux, hein, partons du postulat que les entreprises qu'ils utilisent, ces organisations-là, elles sont déjà au capital de ces entreprises. C'est essentiel pour anesthésier totalement la direction financière, la direction comptable, la direction des achats dans ces entreprises qui peuvent tirer la sonnette d'alarme quand elles voient des schémas tels que celui que je vais vous décrire. En gros, il s'agit pour une entreprise au capital et à la gouvernance de laquelle on trouve une organisation mafieuse de réaliser des achats qui généralement sont des achats réels. Ce ne sont pas des achats fictifs auprès d'un fournisseur qui appartient à la même organisation. Les deux entreprises appartenant à la même organisation, et il s'agit alors de faire payer par l'entreprise des factures aux fournisseurs incriminés qui ne correspondent à aucune livraison. C'est un schéma classique de fausses factures, mais attention, ce ne sont pas des fausses factures qui sont isolées. C'est-à-dire que la fausse facture, dans les schémas sur lesquels je travaille, elle est immergée dans un flux, dans un flot de factures tout à fait réelles qui correspondent vraiment à des livraisons. Pour prendre un exemple archétypique, l'achat de tonnes de tomates par un supermarché appartenant à un clan du cartel de Sinaloa, l'utilisation de la fausse facture dans ce schéma-là, elle va être immergée dans un flot de factures qui correspondent vraiment à des achats de tonnes de tomates par ce supermarché auprès de ce fournisseur. Donc c'est très très difficile à démasquer, c'est pour autant parfaitement possible à identifier par un auditeur. La seule et unique solution qui est utilisée en la matière, et je pense qu'elle est tout à fait observable en France, elle est duale, c'est soit la corruption de l'auditeur, et des cas d'auditeurs corrompus, y compris des Big Four, comme on dit, de grands cabinets de conseil, ils sont tout à fait documentés et jugés, donc il est possible de corrompre un auditeur, mais généralement dans les schémas qui me sont décrits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les entreprises dont on parle, quelle que soit leur taille, alors c'est pas un petit restaurant, hein, c'est des supermarchés, des chaînes de supermarchés, ce sont des conglomérats d'entreprises légitimes à utiliser du cash, c'est des malls commerciaux par exemple, c'est ce type d'entreprise-là. La direction financière, la direction comptable, toutes les fonctions qui auraient à voir quelque chose d'anormal, remontées par les logiciels de gestion, tout simplement, c'est évidemment des alarmes automatiques, toutes ces fonctions-là débranchent tous les systèmes d'alarme pour faire en sorte que, un, il n'y ait aucun signal interne, et que, deux, ils puissent présenter à l'auditeur des livres de compte faux, tout simplement. L'auditeur étant dupe ou pas, mais je pense que quand on va auditer des commerces qui sont, je prends l'exemple italien, les auditeurs qui travaillent en Italie sur ces secteurs-là savent pertinemment quand ils vont auditer une entreprise dans le Mezzogiorno, une entreprise qui brasse du cash, il y a quand même un fort risque qu'elle soit utilisée pour cela, mais l'auditeur n'est pas un policier et généralement il s'arrête à ses obligations, il ne va donc pas aller au-delà. Si on lui présente une comptabilité fausse, il ne va pas forcément interroger la justesse de cette comptabilité. Donc ça, l'utilisation d'entreprises d'abord à des fins de mouvement, elle se fait d'abord par les achats. Ensuite, et ça je pense que c'est tout à fait observable ici aussi, mais dans les schémas que j'identifie à l'étranger c'est très net. Le deuxième flux, ce n'est pas les achats, c'est l'investissement. Pour rester sur cet exemple du supermarché, mais c'est vrai dans bien d'autres secteurs. Une entreprise est tout à fait fondée à accroître sa surface, par exemple, et donc à acheter du foncier. Et là, en l'occurrence, on va mobiliser des sommes qui sont bien plus importantes que la facture qu'on paye pour une tonne de tomates. Là, on parle de millions et de millions d'euros pour acheter un terrain à une foncière qui, évidemment, elle-même appartiendra également à la même organisation criminelle. Et c'est une façon assez facile, simple et rapide de mouvementer des millions de dollars du compte d'une première entreprise qui appartient à une organisation criminelle via multitude de structures juridiques, au premier rang desquelles les trusts, et je reviendrai après sur l'autre structure juridique qui est massivement utilisée depuis quelques semaines seulement par ces organisations. Donc c'est l'investissement. Après les achats, c'est l'investissement. Et puis le troisième flux financier, pour rester sur ce schéma de blanchiment intégrant l'utilisation frauduleuse d'entreprises et non plus seulement du secteur bancaire, c'est la consolidation financière, puisque toutes ces organisations, à partir du moment où elles ont pris une empreinte, elles ont développé une empreinte dans l'économie réelle. Généralement, elles agrègent leurs entreprises dans des holdings qui sont pour l'essentiel immatriculés dans des pays très différents, qui n'ont pas l'habitude de coopérer ensemble, sans parler encore des paradis bancaires que j'évoquerai après. Et la consolidation financière fait que, évidemment, les bénéfices, si bénéfices il y a, remontent dans les comptes de la holding.
Cette holding possédant évidemment plusieurs filiales, dont certaines sont à refinancer, et les bénéfices qui sont remontés dans les comptes de la holding, une fois qu'ils y sont, redescendent dans les comptes des holdings qui sont théoriquement refinancés. Cette défaillance de ces filiales-là étant généralement organisée à cette fin. Donc c'est un schéma qui est parfaitement connu, hein, évidemment, des magistrats et des policiers spécialisés en criminalité financière, mais qui, lorsqu'il est dupliqué des dizaines et des dizaines de fois, nécessite des années d'enquête. Hein. J'ai eu l'honneur, et je l'aurai encore cette année, d'intervenir à l'École nationale de la magistrature dans le cadre d'une session de formation continue des magistrats instructeurs sur le blanchiment d'argent, en échangeant de façon informelle avec des magistrats. Toutes ces techniques-là, ils les connaissent parfaitement. La question, et j'y viendrai à la fin, c'est une question de temps et de ressources. Donc, pour l'utilisation frauduleuse de l'entreprise, voilà ce qu'on peut dire des entreprises, en tout cas des schémas tels que je les observe à l'étranger, mais qui me sont également rapportés ici à moindre échelle. Il est quand même, pour rester sur cette question d'entreprise et en parler maintenant, il est quand même une utilisation immédiate et potentiellement frauduleuse de l'entreprise, de certaines entreprises, non pas dans leur usage, mais dans leur forme même. Je parle évidemment du trust, si on peut considérer le trust comme une entreprise, c'est plus un contrat qu'une entreprise, mais qui permet de fait de masquer le bénéficiaire effectif du trust. Et à ce sujet-là, alors toutes les organisations que je rencontre, enfin les rares organisations que je rencontre, elles connaissent tous parfaitement ce système-là, et si elles ne le connaissent pas elles-mêmes, elles utilisent la connaissance de gens qui les conseillent, j'y viendrai aussi. L'abrogation de la loi aux États-Unis, mise en place par l'administration Biden, quant à l'identification du bénéficiaire effectif par le président Trump il y a 2 ou 3 semaines, est un aspirateur à blanchiment qui a immédiatement été détecté par les organisations mexicaines comme colombiennes. Je rentre de Cali, à Cali, dans le sud de la Colombie, ils en avaient entendu parler. Pourquoi ? Parce que toutes ces organisations qui ont une empreinte américaine ancienne, évidemment que ça leur simplifie le travail. Aujourd'hui, Panama et Dubaï, hein, qui sont les hubs qu'ils utilisent jusqu'alors pour blanchir, ils savent très bien que la question n'est pas si, mais quand l'insécurité financière pour eux va apparaître, mais nul besoin maintenant pour eux d'aller dans ces hubs-là, puisqu'encore une fois, ils peuvent de façon assez aisée masquer le bénéficiaire effectif d'entreprises qu'il leur suffit d'incorporer aux États-Unis. Donc ça, je pense que c'est une avancée. Alors on est loin du territoire national, mais je pense qu'il est nécessaire, et si on devait en tirer une leçon, de garder vraiment une exigence de traçabilité et d'identification des bénéficiaires effectifs. Certes, la fiduciaire en France n'est évidemment pas le trust, on est bien d'accord, et je pense qu'il est essentiel de figer définitivement cette nécessité de transparence, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un élément qui est immédiatement identifié par des narcotrafiquants. L'ingénierie qui est nécessaire, l'ingénierie juridique qui est nécessaire pour construire leur schéma de blanchiment, dès qu'ils peuvent la simplifier, évidemment, ils foncent. Hein. Donc voilà, donc tirons les leçons de cela. Je viens à la question d'après pour éviter d'être trop long. Pour ce qui est des cryptoactifs, la part des cryptoactifs dans les flux blanchis, dans ce que j'entends, alors c'est pas récent, les crypto-actifs sont systématiquement utilisés dans chacune des phases du blanchiment. Alors pour ce qui est de l'empilage, c'est évident, puisque là aussi, alors non pas l'anonymat, mais l'opacité, la très grande opacité qui est garantie par la technologie qui sous-tend les crypto-actifs, qui est le blockchain, évidemment, est un aimant pour qui veut opérer ces opérations d'empilage, ça va de soi. Je vais tout de suite à la dernière phase, c'est-à-dire l'investissement de l'argent blanchi, là aussi, dans les organisations qu'on rencontre, y compris ici. On voit un intérêt pour ces cryptos, mais là, c'est vraiment un intérêt spéculatif, c'est-à-dire que la crypto est considérée comme une destination d'investissement de l'argent blanchi potentiellement rentable, etc., en assumant des risques. Mais attention, je leur pose la question, je leur dis la versatilité du cours, pour ne prendre que le Bitcoin, ne vous fait-elle pas peur ? Et la réponse est systématiquement non. Et c'est pour ça que je pars dans ma méthodologie de recherche toujours de la production pour identifier la rentabilité avec laquelle l'argent qu'ils blanchissent est gagné. Ces organisations réalisent des marges ne serait-ce que sur la cocaïne. Je travaille sur la cocaïne, le fentanyl et l'héroïne. Les marges varient de 1000 à 6000%. Il n'y a aucun comparatif possible dans l'économie légale. Donc, perdre 40% de la valeur d'un investissement avec une chute du Bitcoin subite ne leur pose pas de problème particulier. Donc c'est
C'est vraiment ça. Donc pour la partie d'empilage, la phase centrale et d'intégration, le crypto est massivement utilisé. Ma surprise a été de comprendre que les cryptos sont aussi utilisés dans la phase initiale de blanchiment, de transformation. Pourquoi ? Et ça, je l'ai compris il y a un peu plus d'un an, lors d'un interview, et je pensais avoir mal compris, d'un narcotrafiquant mexicain à Culiacán, la capitale de l'État du Sinaloa, et donc le sanctuaire du cartel éponyme, le cartel de Sinaloa. De plus en plus, les organisations qui produisent ou leurs premiers transitaires, c'est-à-dire, je parle d'organisations sud-américaines, ont annulé les risques qu'elles prennent à se faire payer par leurs clients, non pas nord-américains, mais européens. L'Europe étant clairement aujourd'hui la priorité de leurs activités criminelles. On ne parle pas ici des trafics, on parle du blanchiment, mais je pense qu'il est nécessaire de comprendre l'origine de cet argent blanchi. Le risque pour eux, c'était le transfert d'argent. Alors pendant des années, ils se faisaient payer en cash. Après, ça a été des transferts bancaires qui suivaient des circuits compliqués, avec des saisies, évidemment, et donc des risques. Aujourd'hui, de plus en plus, ils sont payés en crypto-monnaie. Non pas en Bitcoin, jamais, je ne sais pas pourquoi, mais en Ethereum, essentiellement. Et donc le paiement de ces vendeurs à leurs clients grossistes européens, je ne parle pas de détaillants comme la DZ Mafia et autres, je parle de grossistes européens qui sont les fournisseurs de ces narco-organisations qu'on trouve notamment en France, mais pas seulement. Ces paiements sont réalisés de deux façons. D'abord en crypto. Et je finis sur ce point, et ma question c'est comment est-ce que vos clients peuvent-ils acheter des cryptos, parce que ces grossistes européens, l'argent qu'ils gagnent, il est évidemment sous forme de cash. Et la question, c'est comment acheter des cryptos en cash. Alors je pense que d'autres personnes plus autorisées que moi vous ont déjà répondu lors des auditions, mais dans les schémas qui sont utilisés par ces gens tels qu'ils me sont décrits, il y en a deux. Le premier, c'est l'utilisation de mules, exactement comme c'est utilisé pour le schtroumpfage, c'est-à-dire le placement de petites quantités de cash sur des comptes en banque qui seront après consolidés, etc. Donc il s'agit d'utiliser l'achat par des centaines et des centaines de complices, l'achat de crypto par ces complices-là, et après de récupérer les cryptos, notamment la clé personnelle, évidemment, les deux clés de la crypto pour prendre la possession des crypto-monnaies. C'est une technique qui, à mon sens, est assez artisanale. Le vrai sujet, c'est plutôt l'achat de crypto-monnaies par ces mêmes mules, mais au moyen, et je pense qu'il est une action à conduire sur ce sujet-là, de cartes prépayées. La carte prépayée est, je pense, un trou noir. C'est un secteur qui, à mon sens, n'est pas assez régulé. Les émetteurs de cartes, enfin les distributeurs de cartes prépayées, je pense, leur contrôle est, à mon sens, aléatoire. Enfin, en tout cas, le nombre... je ne parle pas du plafond de chargement des cartes, qui, là, évidemment, est impossible à dépasser, mais je parle du nombre de cartes qu'il est possible d'acheter. Visiblement, les narcotrafiquants qui utilisent cette technique de blanchiment savent convaincre les gens qui vendent certaines personnes, certains commerces qui vendent ces cartes de dépasser la limite autorisée. Et c'est une technique qu'ils utilisent massivement, évidemment, via la corruption privée de ces acteurs-là. Et ça, c'est un élément tout à fait, rapporté par ces gens. Donc les cartes prépayées. L'autre technique, toujours pour... alors, on n'est pas dans les cryptos, mais je reviens, sur l'utilisation frauduleuse d'entreprises, parce qu'il y a une capillarité avec ces techniques de paiement innovantes que j'identifie entre les fournisseurs sud-américains et leurs clients grossistes en Europe. Certaines organisations sud-américaines, notamment mexicaines, mais pas seulement, j'ai observé ça aussi au Brésil, se font payer en parts d'entreprises, en equity. En parts d'entreprises qui sont immatriculées. Pour les cas sur lesquels j'ai travaillé, pas du tout en France, pas du tout au sein de l'Union européenne, en l'occurrence à Dubaï, mais je pense que ça ne tient pas à la nature de paradis bancaire de Dubaï. Mais là, en l'occurrence, ce sont des organisations qui achètent de la drogue en vendant à un prix tout à fait, je pense, modique, des parts d'entreprises qu'ils possèdent. Et je pense qu'il s'agit d'entreprises du secteur immobilier qu'il est aisé, je reviendrai après sur Dubaï, de diviser en parts et de valoriser surtout. Donc voilà, donc c'est aussi une des formes d'utilisation qui, je pense, peut tout à fait être utilisée en France. Et là, évidemment, on diminue très fortement
la capacité à suivre les flux financiers. Alors, la question portant sur la vulnérabilité particulière du secteur de l'import-export, alors j'en ai une vision très parcellaire, je pense, mais pour autant, c'est revenu plusieurs fois dans mes recherches récentes. Évidemment, l'import-export permet de mettre en œuvre la maîtrise de différents acteurs de ce secteur de l'import-export, mais la maîtrise, j'insiste, capitalistique. Donc c'est réservé à des mafias qui sont financièrement puissantes et déjà très très bien intégrées à l'économie légale. L'utilisation de la filière de l'import-export, elle permet de mettre en œuvre des techniques de blanchiment dites de trade-based money laundering. Vous devez évidemment les connaître. Il s'agit de mettre en œuvre des schémas tels que ceux que j'évoquais tout à l'heure, de facturation tout simplement entre deux entités qui commercent, et en gonflant artificiellement le prix d'une cargaison livrée par l'exportateur à l'importateur, ou en diminuant évidemment frauduleusement la quantité des livrets vendus au prix du marché. C'est des techniques qui sont vieilles comme le monde, mais qui sont très utilisées, encore une fois, beaucoup, à des fins de paiement essentiellement, mais aussi de blanchiment. C'est-à-dire que c'est des techniques qui sont utilisées par des organisations européennes et sud-américaines pour commercer. Et ce sont aussi des techniques telles que je l'identifie qui sont utilisées par des organisations qui, au sein de leur galaxie économique, blanchissent de cette façon-là en utilisant différentes entreprises qu'elles possèdent. Sur ce point de l'import-export, je pense qu'il y a une capillarité profonde entre certaines organisations criminelles et cette filière-là, qu'elles utilisent pour le blanchiment, mais qui tient à leur utilisation ancienne de la filière d'import-export, non pas pour blanchir, mais pour transporter. Ça, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce que le transport, et encore une fois, sans avoir un focus précis sur le narcotrafic en tant que tel, mais je pense que c'est intéressant, le transport de grosses quantités, aujourd'hui, il nécessite le transport par container. Et là, il y a deux options. Soit les organisations arrivent à intégrer illicitement la supply chain d'entreprises qui commercent. Et donc là, il s'agit de mobiliser la complicité de dockers, etc., pour mettre des cargaisons dans des containers qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas légitimement utilisables par l'entreprise, soit d'être légitime à utiliser un container, et pour cela, à charter un container sur un cargo. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut posséder l'entreprise qui exporte et l'entreprise qui importe pour être légitime à placer 500-600 kg de cocaïne dans un container d'une tonne de produits licites. Donc il y a cette capillarité ancienne qui fait que l'import-export est un secteur qui est bien connu des narco-organisations qui blanchissent. Alors, au-delà du secteur bancaire, les entreprises qui sont soumises à un risque élevé de blanchiment international, et donc au-delà de l'import-export qu'on a mentionné, oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Et celles que j'identifie, elles sont essentiellement utilisées pour cette troisième phase du blanchiment, qui est l'intégration. Je travaille depuis longtemps maintenant à cartographier les cibles de l'argent blanchi, selon les types d'organisations sur lesquelles on travaille. Et malheureusement, cette cartographie, elle est assez similaire dans bien des pays, y compris ici. La première cible, et on est très loin du secteur bancaire, c'est toutes les entreprises qui sont légitimes à avoir un usage massif et intensif de cash, qui vont leur permettre de réaliser cette phase de placement de la façon la plus discrète possible. Donc c'est évidemment la restauration, c'est tout le secteur du divertissement, les bars, les discothèques. Alors avec un attrait particulier pour les discothèques, parce que ça peut permettre d'expliquer un comportement de caisse irrationnel. En gros, on n'achète pas une bouteille de champagne au même prix le 14 juillet à Saint-Tropez que le 12 février. Donc ça peut permettre d'expliquer à l'auditeur que oui, ce jour-là, il y a eu beaucoup de cash dans la caisse parce qu'il y avait un concours de champagne entre deux oligarques russes, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc ce secteur-là peut permettre finalement de justifier des flux de cash a priori légitimes, mais qui n'éveilleront pas forcément l'attention de l'auditeur ni de l'expert comptable. Donc voilà, ça c'est des secteurs qui attirent de façon ancienne le blanchisseur. D'autres secteurs sont évidemment le secteur du jeu, parce que là aussi les jeux qui sont pour lesquels on peut jouer en cash. Je pense qu'en France on est quand même très très protégé. Je pense qu'il est nécessaire de le souligner. Grâce à la structure de la Française des Jeux et au monopole de la Française des Jeux, premièrement. Et ensuite, et j'ai pu l'observer récemment,
grâce à la qualité des procédures et de la structure qui est mise en place au sein de la Française des Jeux. Donc tous les schémas qu'on a de blanchiment par le ticket gagnant, etc., qui sont observables dans bien des pays, au premier rang desquels l'Italie, à mon avis, en France, on en est protégé à la condition que ce monopole reste et que ce devoir finalement de vigilance, qui encore une fois est massivement respecté à la Française des Jeux, puisse perdurer. Premier secteur, ceux qui sont légitimes à utiliser du cash. Immédiatement après, dans ce que j'observe, c'est la deuxième priorité, ce sont les secteurs économiques qui vont permettre à ces organisations criminelles de valoriser le contrôle qu'elles ont de l'agent public ou de l'agent administratif de haut niveau, à la fin de captation illicite de marchés publics. Et c'est pour ça, à mon sens, c'est ce qui explique la priorité systématique donnée par les organisations criminelles à l'investissement dans des secteurs tels que le bâtiment et les travaux publics, la construction en général, le traitement des déchets, toutes les entreprises qui sont légitimes à travailler sur des marchés publics ou des délégations de services publics. Le transport, la sécurité privée, etc. Ça, ce sont vraiment des secteurs qui attirent massivement les investissements blanchis. Parce qu'évidemment, il s'agit, et les exemples pullulent, de Taïwan à Montréal, vous connaissez les travaux de la commission Charbonneau, de piratage de marchés publics par des organisations mafieuses qui sont parvenues de façon très simple à faire réaliser l'adjudication d'un marché public au bénéfice d'une entreprise de travaux publics qu'elle possède depuis des décennies, en éliminant frauduleusement la concurrence et en captant frauduleusement les milliards de dollars qui financent ces marchés-là. Il s'agit là, en revanche, pour ces organisations d'être éligibles à ces marchés et donc de posséder depuis longtemps des entreprises qui sont éligibles, qui sont capables de délivrer, de réaliser les travaux sur ces marchés-là. Donc voilà, ça, deuxième priorité, les entreprises éligibles au marché public. La troisième priorité, à mon sens, c'est toujours des entreprises qui vont permettre pour les organisations, et je pense que malheureusement on y vient ici, qui maîtrisent un territoire. Il s'agit pour ces organisations criminelles de prendre le contrôle, de développer une empreinte économique dans des secteurs qui vont leur permettre de valoriser un contrôle territorial. C'est le secteur agricole. Alors c'est pas seulement le secteur agricole en tant que tel, c'est aussi les marchés agricoles, les marchés d'intérêt régionaux, les marchés d'intérêt nationaux. Ça c'est très 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 utile parce que prendre le contrôle de ces marchés-là, c'est un outil extraordinairement puissant pour réaliser quelque chose qui n'est pas dans notre scope de travail aujourd'hui, mais qui s'appelle l'extorsion et la contrefaçon. Oui, donc ça c'est vraiment, c'est toujours une cible, le secteur agricole. On peut par extension parler de toute l'activité de pêche également. Je l'ai observé au Japon, mais on pourrait tout à fait l'imaginer ici, parce que, pour revenir au trafic, les ports ne sont pas les seules voies maritimes qui sont utilisées. C'est-à-dire que de plus en plus, les organisations sur lesquelles je travaille font décharger la drogue avant d'arriver dans le port. Ça s'appelle le drop-off. Elles larguent des quantités de drogue avec des balises GPS à proximité des côtes. Qui va les récupérer? C'est pas un plaisancier en bateau ou en Zodiac, c'est un pêcheur. Donc là aussi, il y a un intérêt de plus en plus fort pour ce type de secteur, et c'est des secteurs qui malheureusement ne vont pas bien. La trésorerie de ces entreprises est quand même en difficulté, donc je pense qu'il y a une porosité potentielle. Donc ces entreprises-là, et puis enfin, alors après ça, évidemment, tout secteur est intéressant pour eux, mais je pense quand même, et c'est à mon sens très important dans le contexte économique actuel de l'économie du sport, il y a cet attrait pour l'économie du sport au sens large. Évidemment, les clubs de football notamment, mais pas seulement, sont intéressants pour l'instrumentalisation des paris, pour l'utilisation frauduleuse des transferts de joueurs, exactement selon le schéma du trade-based money laundering, entre deux clubs qui appartiennent à la même personne. Vous connaissez ces schémas-là, mais pas seulement. Je pense qu'il est aussi, et là je crois qu'il y a une vigilance à apporter ici, ne pas considérer ces exemples comme exotiques. On voit des organisations criminelles qui investissent dans le secteur sportif, notamment le football, mais pas seulement, à des fins d'accroissement, non pas de leur popularité, mais de leur emprise sociale. L'exemple de Naples est ancien, mais ça c'est très vrai. Alors c'est pas forcément vrai dans des clubs de premier rang, mais ça peut permettre à une organisation mafieuse de favoriser son acceptation par une population locale. Et ça malheureusement, donc voilà, c'est une instrumentalisation in fine, vraiment on est dans la fin du blanchiment. Mais évidemment c'est pas des business qui rapportent de l'argent, mais ça peut rapporter, ça peut permettre un blanchiment de réputation, si vous me permettez l'expression. On va essayer de ne pas être trop long. Des montages complexes, est-ce que j'ai identifié des montages complexes conçus par des professionnels du droit et de la finance? Oui, ici, non.
J'ai travaillé sur ce sujet-là à Dubaï, dans le cadre d'un documentaire que j'ai réalisé pour le journal Le Monde, et j'ai pu réaliser une captation sonore d'un entretien entre un narcotrafiquant mexicain et 3 conseillers financiers qui travaillent pour une société fiduciaire établie à Dubaï. Et les conseils que donnaient ces 3 personnes à ce narcotrafiquant, qu'ils savaient être un narcotrafiquant, oui, sont constitués tout à fait exactement ce que vous décrivez là, c'est-à-dire c'est une action de conseil tout simplement, alors à la fois technique, comment transformer de l'argent sale en argent propre à Dubaï, premièrement, et puis enfin, donc pour cette phase de placement, ensuite, comment faire en sorte que cet argent puisse échapper à tout contrôle, la phase d'empilage, et là il y a des formes de kits qui sont existants, et puis in fine, où l'investir. Et à la fin de l'entretien, ces narcotrafiquants ont proposé, ces conseillers financiers ont proposé aux narcotrafiquants d'investir dans un complexe immobilier dont qu'ils avaient en portefeuille, dont le volume était de 400 millions de dollars. Et je sais qu'il a investi, je n'ai pas assisté aux entretiens suivants, mais il a investi dans ce mall, enfin ce projet immobilier. Donc oui, ça existe, et je viens tout de suite sur Dubaï. Ça existe, mais le drame, c'est que dans ces pays-là, ce n'est pas illégal. Les gens que j'ai enregistrés ne commettent aucune infraction aux yeux de la loi émiratie. Pourquoi ? Parce que les informations qui sont exigibles en matière de KYC, Know Your Customer, ce que vous évoquiez, sont quasi nulles dans ces pays-là, premièrement. Et donc l'intérêt pour venir tout de suite à Dubaï, je pense que Dubaï présente plusieurs intérêts par rapport à d'autres paradis bancaires. Comme tous les paradis bancaires, si tant est qu'on puisse définir un paradis bancaire comme cela, c'est un État qui garantit un secret bancaire très fort. Non pas absolu, mais très fort. Le secret imposé aux banquiers, lui, est absolu. Casser ce secret pour un banquier dans un paradis bancaire, un État dont la loi impose cela, c'est bien souvent, ce n'est pas une fraude, c'est un crime. Ce n'est pas un délit, pardon, c'est un crime. Donc il y a cette solidité-là. La solidité, l'attractivité, additionnelle, c'est quoi ? C'est la non-coopération, je ne suis évidemment pas le seul à le dire, des autorités judiciaires des États considérés qui seuls pourraient exiger du banquier l'information requise, par exemple, par un État tiers comme la France, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, relative à ce qui se passe sur les comptes en banque d'un narcotrafiquant qu'elle suspecte d'avoir des activités à Dubaï. Les autorités émiraties peuvent évidemment imposer aux banquiers de partager avec elles ces informations-là et elles-mêmes partager ces informations avec l'État français. Dans les faits, je ne crois pas que ces informations aient jamais été transmises à des magistrats français. Alors certes, il y a une action judiciaire des autorités émiraties vis-à-vis de narcotrafiquants français. On parle d'arrestation. On ne parle pas d'action financière. Pourquoi ? Parce que toucher au secret bancaire pour un État comme Dubaï, comme pour d'autres, je pense que c'est mettre en danger le modèle économique même de ces États-là, qui ne repose pas du tout sur la gestion d'actifs criminels, absolument pas, mais qui repose sur l'attractivité générée par ce secret bancaire pour plein de gens, pour qui c'est éthique, c'est peut-être pas éthique, mais c'est parfaitement légal, des gens, des personnes, et des personnes physiques et des entreprises qui vont placer de l'argent dans ces pays-là à des fins d'optimisation fiscale. Je vous renvoie pour cela à la lecture du regretté juge Renaud Van Ruynbeck, qui a parfaitement décrit l'outil absolu que ces paradis bancaires représentent à la fois pour des fraudeurs fiscaux, mais aussi pour, à la marge, certains criminels. Dubaï présente cette attractivité comme nombre de paradis bancaires dans le monde, et il n'est nul besoin d'aller bien loin de nos frontières pour en trouver. Mais en plus de ça, Dubaï présente une attractivité additionnelle, c'est que Dubaï est l'un des centres immobiliers les plus dynamiques au monde. C'est-à-dire qu'une fois l'argent arrivé à Dubaï, il est possible de le transformer en pierre. Si par malheur un jour les autorités émiraties décidaient de réellement appliquer leur engagement à coopérer et à appliquer les accords de coopération judiciaire internationale qu'elles ont signés, et que vraiment un jour elles saisissaient, elles gelaient les comptes de personnes suspectées par exemple de narcotrafic, l'argent serait en danger. Mais si l'argent est sorti des comptes pour être investi dans un actif immobilier à Dubaï, l'argent est transformé en pierre. Or, la possession d'actifs immobiliers ne rentre pas dans les accords de coopération judiciaire internationaux, premièrement. Et deuxièmement, même si c'était le cas, ces investissements ne sont évidemment jamais faits en nom propre, mais au travers de sociétés qui sont pour lesquelles il est très difficile d'identifier le bénéficiaire effectif,
les trusts notamment, que j'évoquais tout à l'heure. Donc Dubaï présente cette double attractivité. Quant pour revenir à l'avant-dernière question qui m'a été posée, des schémas additionnels, des schémas sophistiqués que j'ai pu observer là-bas, un blanchisseur avisé ne s'arrête pas à ça à Dubaï. Ça veut dire que ses conseillers financiers, quand ils travaillent au profit de ces narcos, leur proposent des kits qui vont bien au-delà. Le schéma que j'ai pu entendre, et qui encore une fois est public, consiste à faire investir un narcotrafiquant à Dubaï, une fois l'actif immobilier acheté, le revendre, et l'argent de la vente placé sur des comptes à Dubaï, l'utiliser pour acheter une assurance vie dans un autre paradis bancaire, Hong Kong, faire ensuite voyager cette assurance vie d'Hong Kong dans un autre paradis bancaire aux Caraïbes. C'est un schéma qui est inextricable pour tout enquêteur financier. Donc voilà, donc les schémas qui impliquent Dubaï, généralement, ne s'arrêtent pas à Dubaï. J'insiste pour conclure sur ce point. La priorité aujourd'hui des organisations que je rencontre, c'est plus Dubaï, c'est Hong Kong, quand on parle de paradis bancaire. Ça, c'est très clair. Ils le disent parce qu'ils ont bien compris que la situation géopolitique se tendant entre les États-Unis et la Chine, Hong Kong présente une sécurité additionnelle pour eux parce qu'il est fort probable que les autorités chinoises ne coopéreront jamais, ne transmettront pas d'informations financières sur ce qui se passe sur leur territoire à qui que ce soit, et encore moins aux États-Unis et à l'Union européenne. Donc c'est vraiment là aussi attractivité très forte d'un nouveau centre financier Hong Kong. Enfin, mon avis sur les acteurs de la LCBFT en France. Alors, encore une fois, je ne suis pas forcément le plus autorisé à en parler, mais je pense que la solidité de notre système en France, à mon avis, elle est avérée. Le cadre juridique, il est parfaitement clair et je pense qu'il est efficace. Ce qu'il manque, ce sont des ressources. Ça va de soi. Et ça, j'insiste, pour observer le blanchiment de l'autre côté. Des ressources spécialisées, mais des ressources permanentes. Je pense qu'il est impensable qu'un enquêteur, notamment de police judiciaire, doive lâcher une affaire de blanchiment pendant plusieurs mois pour se consacrer à autre chose, parce que la technologie évolue vite, notamment du fait de l'usage des crypto-monnaies. Il s'agit de fidéliser absolument ces ressources-là. Et dernier point, l'efficacité de l'outil LCBFT en France, elle pourra être la meilleure au monde. Elle n'aura aucun effet si l'action internationale ne la complète pas. Il est absolument essentiel que non seulement le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, évidemment, soient impliqués, mais il faut également que d'autres acteurs diplomatiques, et il faut, à mon sens, j'intervenais hier à l'OCDE sur ce point, et je pense que c'est une très très bonne initiative, qu'il y ait une coopération internationale effective pour essayer de réduire ces trous noirs, cette opacité, notamment pour ce qui est de deux sujets, la réglementation des crypto-monnaies et surtout des plateformes d'exchange qui permettent finalement de réinjecter ces crypto-monnaies en monnaie fiat, et la régulation, en tout cas la pression sur des paradis bancaires qui ne pourra se faire que par une action concertée d'États qui ont été capables en quelques semaines de mettre en œuvre des centaines de sanctions économiques et financières face à un État, la Russie, autrement plus puissant que les confettis géopolitiques que sont l'essentiel des paradis bancaires. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Je passe tout de suite la parole à Monsieur le Professeur, à Monsieur le Président, voilà, qui va prendre aussi peut-être en étant synthétique, mais le temps quand même de nous exposer vos avis. Et puis la transition est toute faite sur la question des LCBFT. Oui, tout à fait. Alors, bon, j'ai bien noté, j'ai pas encore fait mes devoirs, mais j'ai bien noté que j'avais un questionnaire à compléter, qu'on vous remettra. Je souscris absolument à tout ce qu'a dit Bertrand Monnet, mais je souhaitais partir peut-être d'un peu plus loin que le terrain, à titre un peu de propos liminaire. En France, la criminalité financière, c'est pas quelque chose de marginalisé, de secret, de lointain. C'est quelque chose d'absolument intégré à notre économie, à notre société, et qui trouve même dans la société civile les structures et les outils qui lui permettent d'exercer son activité. Il y a un rapport d'Europol publié l'an dernier qui disait que parmi les grands réseaux criminels européens, près de 9 sur 10 avaient recours à des sociétés légales à des fins de blanchiment.
Outre ces structures et ces outils, la criminalité financière trouve dans la société également des complices au moyen de la corruption, et je voulais commencer rapidement sur cette thématique, avant de rentrer dans des dimensions peut-être un peu plus opérationnelles. Je voulais me faire le relais d'un message global qui va peut-être vous sembler un peu moins concret que ce que vous attendez de cette audition, mais au nom de l'association que je représente, je ne peux pas en faire l'économie. Parce que je pense qu'au-delà des réformes de fond, techniques, ciblées, il apparaît indispensable que l'État lui-même porte un message fort, excluant toute forme de tolérance vis-à-vis de la corruption, des prises illégales d'intérêt, du favoritisme, de la fraude, sous toutes leurs formes. Lorsque je parle de lutte contre la corruption, mes étudiants me disent souvent qu'au Danemark ou en Norvège, ça dépend des fois, une ministre a dû démissionner parce qu'elle avait un jour acheté une barre chocolatée sur les frais de son ministère. Alors l'anecdote réelle, en fait, elle date des années 90, ça a lieu en Suède, et ça concerne non plus une ministre mais une candidate, mais cela illustre bien à quel point des mesures fortes, une tolérance zéro, peuvent marquer durablement les esprits. Alors, nous aurions vu d'un bon œil la nomination d'un ministre ou d'un secrétaire d'État chargé de la lutte contre la corruption et la criminalité financière, mais j'imagine bien qu'à toutes les commissions d'enquête auxquelles vous participez, un représentant de la société civile vous réclame un ministre de la thématique sur laquelle il travaille. Qui demande. Bon. Alors à défaut, je soulignerai que la France a chuté à la 25e place au classement de la perception de la corruption publié par Transparency International. Je rappellerai les multiples alertes sur le développement de la corruption de faible intensité. Je mentionnerai aussi les effets évidemment néfastes pour l'opinion publique, des difficultés à obtenir de la transparence sur certaines affaires impliquant de l'argent public et qui ont pu concerner toutes les formations politiques. Je m'étais noté une petite note de bas de page au cas où vous m'interrogiez plus précisément là-dessus, mais comme je pense que vous n'allez pas m'interroger, je vais quand même la lire. Donc en vrac, parmi les affaires récentes, comment ne pas penser au dîner de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est pour LR, au bras de fer absolument interminable pour obtenir les notes de frais de la mairie de Paris, ça c'est côté PS, aux surfacturations des frais de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, à l'affaire aberrante du fonds Marianne du côté du gouvernement, et bien sûr aux affaires concernant le Rassemblement national, que je ne commencerai pas à énumérer sous peine de devoir quitter cette salle à 22h. Autant d'affaires couvertes par le parquet national financier qui a été créé en 2014, inutile donc de rappeler l'importance de cette institution. Donc j'insiste sur le fait que la grande délinquance financière repose sur deux jambes que sont le blanchiment et la corruption, et si le dispositif de lutte contre le blanchiment est perfectible, il est solide mais perfectible, je qualifierais celui de lutte contre la corruption de plutôt fragile. Et pour clôturer ce chapitre sur le message politique fort, et parce que je crois que pour sensibiliser les citoyens, il faut commencer par des directives claires, dans les entreprises on parle de tone at the top, personne ne comprendrait par exemple que l'on revienne sur la suppression de la réserve parlementaire, tout comme personne ne comprendrait que l'on revienne sur le non-cumul des mandats. Cette impulsion politique attendue, elle peut vous sembler loin des enjeux très concrets et immédiats de la criminalité financière, mais elle est essentielle car sans elle, il est vain d'espérer embarquer les citoyens, le grand public, dans l'appréhension des sujets de sécurité financière, et sans une adhésion citoyenne réelle, il est impossible de renforcer les exigences de transparence au quotidien, et je pense que M. Monet en conviendra, s'il y a bien un adversaire commun au blanchiment, au financement du terrorisme, aux fraudes fiscales et sociales, au contournement des sanctions, c'est encore et toujours la transparence. Pour le reste, donc j'ai trois propositions, peut-être trois pistes sur lesquelles notre association a travaillé pour peut-être permettre de faire évoluer le dispositif national de l'LCBFT. Alors peut-être très rapidement sur le cadre juridique en vigueur, on l'a un petit peu dit, mais il me semble, donc il repose surtout sur le code pénal et le code monétaire et financier, et il me semble tout à fait solide et mature, complet, assez clair même. On n'a pas identifié dans nos travaux d'angle mort juridique dans les textes réglementaires. Au contraire, même plusieurs dispositions introduites assez récemment ont démontré leur utilité et leur pertinence. Je pense en particulier à la notion de présomption de blanchiment. Donc le principal sujet pour nous, il repose désormais sur la mise en œuvre effective de cet arsenal juridique. Je pense en particulier à l'Agrasc, qui a été créé il y a bientôt 15 ans, qui a eu des résultats tout à fait spectaculaires et dont l'action est très utile et dissuasive, mais qui n'est pas encore systématiquement sollicitée dans les affaires. Ou je pense aussi à l'Agence française anticorruption, qui prévoyait initialement, je crois, 70 agents, qui auraient même dû depuis grandir et qui en fait stagne autour de 50-55 agents. Il en va de même pour l'assujettissement aux obligations de LCBFT. Aujourd'hui, un grand nombre de secteurs, de professionnels, de personnes sont assujettis à cette réglementation par le Code monétaire et financier. Toutes ces personnes assujetties doivent collecter des informations sur leurs clients, appliquer des mesures de vigilance, s'assurer de la cohérence économique des opérations et, le cas échéant, déclarer à la cellule de renseignement financier, donc c'est Tracfin, les opérations suspectes. La couverture de la réglementation et les exigences de cette réglementation me semblent très complètes. Dans les faits, en revanche, on constate que l'appropriation de cette réglementation est très hétérogène selon les secteurs, et Bertrand Monet en a cité quelques-uns. On a les chiffres évidemment de Tracfin, vous avez eu Tracfin, donc je ne vais pas revenir sur ces chiffres-là, mais évidemment que les commissaires aux comptes, les opérateurs de vente volontaire, les avocats, les antiquaires sont encore relativement timides dans leur activité déclarative, et les agents sportifs sont totalement muets.
Donc 3 propositions très brièvement. Une première plutôt sur l'utilisation des espèces, parce qu'en fait le plus grand dénominateur commun entre toutes les formes de criminalité partout dans le monde et depuis toujours, le premier vecteur de blanchiment, on pense beaucoup aux cryptoactifs, mais le premier vecteur de blanchiment, ça reste encore l'argent liquide. Et les espèces, le cash, c'est encore et toujours le principal produit du crime, et à l'inverse, c'est parce que l'on a des flux bancarisés que l'on peut se permettre de conduire une surveillance des opérations, que l'on peut tisser des liens entre les personnes et que l'on peut identifier des opérations suspectes. Monsieur le Président et Madame le rapporteur, vous êtes parlementaires, à ce titre vous êtes des personnes politiquement exposées, vous le savez sans doute, des PPE, parce que vous êtes davantage exposés à des risques de corruption, et donc vous faites l'objet d'une surveillance renforcée de la part de vos établissements bancaires respectifs. Cette surveillance renforcée, elle consiste à regarder davantage vos flux, vos mouvements, avec une grande attention. Et cette surveillance, elle est permise parce qu'aujourd'hui, la majorité des flux sont numérisés. On ne peut pas pister l'argent physique, on ne peut pas s'assurer qu'il provienne d'une activité légitime, et donc évidemment le cash favorise l'opacité. Alors moi j'ai une proposition radicale, un objectif évidemment irréalisable aujourd'hui, c'est d'aller vers une suppression du cash. Les billets de 500 €, ils étaient surtout utilisés par les trafiquants en tout genre, on les a supprimés, c'est très bien. On a mis en place des restrictions, des limites dans l'usage du cash, à 1 000 € en France. C'est pas le même seuil dans toute l'Union européenne, mais là aussi c'est une bonne chose. Et en 2024, pour la première fois, les paiements par carte dans les commerces ont dépassé les paiements en espèces en France, donc on est plutôt sur la bonne voie. Mais pour aller encore plus loin dans les restrictions d'utilisation du cash, il faut bien sûr préparer les esprits, et beaucoup de citoyens sont encore très attachés au cash, souvent d'ailleurs pour des raisons relativement irrationnelles. Donc là encore, le travail de sensibilisation est essentiel. Il faut bien faire comprendre au grand public que ce n'est pas pour surveiller la population que l'on veut encourager les flux bancarisés, mais pour créer un environnement économique plus sain, et que ce ne sont pas les citoyens que l'on souhaite contrôler, mais les criminels. Cela pose évidemment des questions d'inclusion financière, des frais bancaires, des habitudes de consommation, mais je crois que l'on devrait explorer cette piste et continuer à être ambitieux sur la réduction de l'usage des espèces. Proposition tout à fait différente sur le dispositif national de sanction des secteurs assujettis à la réglementation LCBFT, et peut-être un peu plus court-termiste. Comme vous le savez, aujourd'hui, le dispositif national de LCBFT liste un certain nombre d'assujettis à la réglementation LCBFT, avec un certain nombre d'obligations, et prévoit pour chacun de ces secteurs un organe de contrôle et un organe de sanction. Parmi les organes de contrôle et de supervision, il y a évidemment l'ACPR et l'AMF pour le secteur financier, il y a aussi la DNRED, la DGCCRF, l'Autorité nationale des jeux, etc., selon les secteurs. Et il est tout à fait pertinent que les différents secteurs assujettis aient des organes de contrôle dédiés, spécifiques, puisque les activités ne sont pas les mêmes, les risques non plus, les populations sont différentes. En cas de manquement, les organes de contrôle saisissent les instances de sanctions indépendantes. Il en existe 3, la commission des sanctions de la CPR, la commission des sanctions de l'AMF et la commission nationale des sanctions, la CNS, qui a débuté son activité en 2014. La CNS a une mission, c'est sanctionner les infractions à la réglementation LCBFT de tous les professionnels assujettis issus du secteur non financier. Elle prononce régulièrement des sanctions disciplinaires et ou pécuniaires à l'encontre de nombreux professionnels assujettis, notamment issus du secteur immobilier. À nos yeux, la CNS dispose de peu de moyens pour accomplir son immense mission, parce que derrière l'enjeu des sanctions, il n'est pas question uniquement de sanctionner les manquements, la majorité des sanctions sont rendues publiques, et cela contribue évidemment à sensibiliser le secteur. Il est capital de développer la notoriété de la CNS et de lui donner des moyens, les moyens de ses missions. Outre la CNS, on a les commissions des sanctions de l'ACPR et de l'AMF. Elles ont l'avantage d'être plus connues, d'avoir une plus grande notoriété, et elles se prononcent sur bien d'autres sujets, puisqu'elles se prononcent notamment sur les questions de les obligations d'information aux consommateurs, mais elles se prononcent aussi sur les manquements à la LCBFT. Et au sein de notre association, nous avons beaucoup travaillé sur les décisions de sanctions, et nous pensons qu'il serait de bon ton de retirer aux commissions de l'ACPR et de l'AMF leurs compétences de sanction des manquements à la LCBFT, et de confier ces compétences à la CNS, qui deviendrait de fait l'organe de sanction unique en matière de LCBFT. On augmenterait évidemment ses moyens, ses effectifs, et je pense que l'on en tirerait plusieurs avantages. Premièrement, on y gagnerait en lisibilité, tous les professionnels assujettis seraient soumis à un organe de sanction unique et indépendant. Les sanctions y seraient référencées avec une grande visibilité et constitueraient ainsi une forme de recueil de jurisprudence. Ensuite, on harmoniserait évidemment les décisions, donc l'interprétation de la réglementation, et on éviterait tout risque de contradiction entre ces commissions. Enfin et surtout, on anéantirait un risque qui me semble réel et sous-estimé. Aujourd'hui, les commissions des sanctions de la CPR et de l'AMF sont indépendantes, certes, mais elles portent le nom de ces deux autorités. Leurs décisions, leurs sanctions sont publiées sur les sites internet de ces deux mêmes autorités. Et n'importe quel professionnel assujetti aujourd'hui associe ces commissions à leurs autorités respectives. Si dans une décision, la commission des sanctions de la CPR décide de ne pas retenir des griefs identifiés par la CPR dans le cadre de ses contrôles, cela serait immédiatement interprété par la place comme un désaveu de la CPR par sa propre commission des sanctions. Et donc le risque, c'est quoi? C'est que la CPR se restreignent dans ses saisines, se censurent dans ces saisines. Avec une commission unique, tous les organes de contrôle pourraient faire remonter les manquements sans crainte d'avoir des désaccords avec une instance qui prendrait beaucoup plus de décisions.
Aussi, je crois qu'avoir une commission des sanctions unique nationale avec une compétence sur l'ensemble des assujettis, alors avec la réserve que la future autorité européenne de la LCBFT aura son propre périmètre, avoir une commission des sanctions unique aurait un effet, je pense, très bénéfique sur le dispositif national. Les évolutions réglementaires requises me semblent assez peu complexes pour un résultat qui peut, à moyen terme, constituer un signal très positif. Et puis une dernière chose, et j'en finirai là-dessus, une autre idée, je pense, assez novatrice, c'est la mise en place d'un registre KYC partagé. Donc vous le savez, le dispositif national de LCBFT prévoit que les assujettis procèdent à des mesures de connaissance de leur clientèle, donc KYC en anglais, pour pouvoir mettre en œuvre les obligations de vigilance et le respect des mesures de gel et autres sanctions internationales. La connaissance de la clientèle, c'est un élément clé, absolument décisif pour la LCBFT, mais c'est aussi un défi de taille pour les assujettis. D'une part parce que déployer un dispositif KYC est très lourd, cela prend du temps, coûte de l'argent et soulève de nombreuses contraintes opérationnelles. D'autre part parce que les citoyens sont parfois peu enclins à donner des informations, surtout lorsqu'ils sont sollicités régulièrement et par plusieurs interlocuteurs différents. Les établissements financiers ont mis en place des dispositifs de connaissance de la clientèle plutôt solides, c'est quelque chose, je crois, d'assez mature aujourd'hui. Pour les secteurs non financiers, en revanche, c'est très compliqué. On peut imaginer les difficultés d'un antiquaire à collecter des informations sur les revenus et le patrimoine de ses clients, les difficultés d'un agent sportif pour contrôler des justificatifs de domicile. Aujourd'hui, je pense qu'on est assez loin du compte, et évidemment, tous ces secteurs, en plus, ne communiquent pas entre eux, et donc ne sont pas en mesure d'identifier des contradictions entre les informations qui leur sont communiquées par leurs clients. Une piste ambitieuse donc, mais très prometteuse, serait d'étudier la faisabilité de la création d'un registre, d'un référentiel KYC national, accessible sur demande à tous les professionnels assujettis. Il existe déjà en France un certain nombre de registres nationaux, certains sont publics, d'autres sont accessibles uniquement à un nombre restreint de personnes sous condition de légitimité, et on pourrait imaginer en fait un registre de connaissances clients mutualisé, alimenté par les citoyens eux-mêmes et accessible à tous les assujettis. Cela réduirait évidemment la charge pour les professionnels qui pourraient beaucoup plus facilement et donc plus systématiquement vérifier les informations dont ils ont besoin et donc déclarer des situations inhabituelles, incohérentes et potentiellement liées à des activités illicites. Les clients seraient par ailleurs moins sollicités et les informations plus fiables. Taire des informations serait beaucoup plus difficile et cela faciliterait aussi la lutte contre l'usurpation d'identité. Une telle initiative serait évidemment bénéfique, novatrice même, mais se heurte à un obstacle de taille par ailleurs tout à fait légitime, celui de la protection des données. Il faudrait évidemment intégrer la CNIL dans cette réflexion, mais c'est une piste, je crois, intéressante. Pour le reste, bon, j'ai rien de plus à ajouter sur les Émirats Arabes Unis. Je partage tout ce qui a été dit et c'est un sujet que vous connaissez bien. Donc voilà, l'année dernière, j'avais échangé avec le président de la commission d'enquête sur le narcotrafic qui qualifiait Dubaï de grande lessiveuse. Je m'associe à cette expression, mais voilà, j'ai pas d'éléments spécifiques à ajouter. Pas davantage sur le contournement des sanctions internationales. J'avais prévu de vous parler davantage du secteur immobilier et des structures de détention immobilière à des fins de blanchiment, mais c'est un sujet que connaissent très bien les collègues de Transparency International France, que vous recevez juste après. Ils ont publié, alors Transparency International Monde a publié pas plus tard qu'hier un rapport sur ce sujet, donc je pense qu'ils seront plus autorisés à revenir dessus. Merci beaucoup. Alors je vais passer la parole à Madame la rapporteure tout de suite. On a quelques questions. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Évidemment, moi j'ai une question pour Monsieur Monet, enfin pour vous deux d'ailleurs. C'est des sujets sur lesquels les uns et les autres, et votre rapporteur en particulier, sont quand même impliqués depuis un certain nombre d'années avec un succès mitigé. On a du mal à faire avancer les sujets de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous avez parlé des ports francs, vous avez parlé des territoires non coopératifs, ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Et je veux dire, travailler sur le blanchiment sans travailler sur ces territoires non coopératifs et sur les paradis fiscaux et sur l'évasion fiscale, puisque les circuits de criminalité sont les mêmes, c'est quand même une équation assez difficile à régler. Alors, vous avez compris que cette commission d'enquête ne se limite pas au narcotrafic, bien au contraire, elle est étendue. Moi, je voudrais vous poser une question sur l'or. Est-ce que dans le travail que vous avez fait ou que vous faites en Amérique du Sud notamment, mais pas seulement, vous avez des informations ou des pistes sur le trafic d'or, qui est un vrai problème. On retrouve évidemment Dubaï aussi. Est-ce que vous avez des mécanismes qu'on nous a déjà décrits, mais j'aimerais assez que vous puissiez nous parler de ce trafic d'or qui nous intéresse, et de pierres précieuses bien sûr, qui nous intéresse beaucoup. Oui, c'est intimement lié à un point que j'ai totalement oublié de mentionner, qui est le Hawala.
Alors effectivement, pour l'or, moi je travaille sur deux sujets, l'or et les pierres précieuses. Alors l'or, effectivement, hein, est un outil qui permet à la fois de faire du placement, de faire de l'empilage et qui est aussi, in fine, pour cette troisième phase, un objectif d'investissement d'argent blanchi, c'est très clair. Alors c'est évidemment un secteur qui est très régulé ici, mais pour autant, oui, en fait, il est accessible aux organisations sur lesquelles je travaille via le Hawala, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'acheter ici ou dans des pays où l'achat est très régulé d'or en cash. Mais le Hawala permet d'acheter de l'or dans le monde entier. Et effectivement, c'est beaucoup à Dubaï. Pas seulement à Dubaï, hein, il y a aussi des comptoirs, différents comptoirs en Afrique subsaharienne, mais qui, in fine, sont quand même liés à Dubaï. Et donc là, très clairement, dans ce que j'observe, pour l'or, l'accessibilité, elle est totalement liée au Hawala. Voilà. À propos du Hawala, tous me parlent de Hawala. Tous les gens que je rencontre l'utilisent. Alors, c'est pas d'une façon alternative, c'est en même temps que le reste. Beaucoup ici, puisque dans les techniques de placement, hein, je reviens sur l'or, mais il y a beaucoup quand même de techniques qui consistent à transférer du cash vers des pays où la bancarisation du cash est beaucoup moins questionnée, ou dans des pays où on peut plus facilement acheter en cash des entreprises, notamment dans le secteur agricole. Donc le Hawala est massivement utilisé, avec, je pense, dans ce que je comprends, une extension du nombre de commerces qui servent à faire du Hawala, avec même une forme de contrefaçon de certains logos d'entreprises de transfert de fonds. Enfin bref, c'est une industrie qui se développe quand même fortement, notamment donc pour cet achat d'or. J'observe également, et là c'est assez récent, j'essaie d'aller faire une étude sur place pour le mois de juin, une implication croissante de narco-organisations dans le commerce des pierres, notamment des émeraudes. Et là, il y a deux schémas. Le premier, bon, c'est de l'achat, hein, tout simplement. Et le deuxième, qui, je pense, est ancien aussi, c'est la prise de part dans un secteur qui est faiblement régulé, donc dans des entreprises légales, et donc l'achat de parts d'entreprises, de mines, et d'entreprises de transformation avec du cash. C'est les deux observations que j'ai sur ça. Et enfin, mais ça je ne l'ai pas documenté, ce ne sont que des conversations. Il y a une présence ancienne, je ne travaille que sur les narcotrafiquants en l'espèce. Il y a une présence ancienne à Anvers de différentes organisations. Et donc, ils connaissent parfaitement ce secteur-là. Et ils me disent investir à Anvers en joint venture, comme ils le disent, avec différentes organisations européennes, dans le diamant, enfin dans les pierres, en corrompant certains acteurs locaux à Anvers. Bon, ce sont leurs mots, j'ai absolument pas vérifié. C'est un schéma qui ferait sens, mais voilà ce que j'en sais. Oui, nous avons été à La Haye, on nous a parlé de la même chose, oui, exactement. Peut-être pour compléter, alors moi je ne sais pas si l'or est massivement utilisé en France, j'aurais tendance à dire que non. En revanche, je sais lire les chiffres de l'activité déclarative des commerçants de métaux et pierres précieuses, à savoir 11 DS en 2023, ce qui peut sembler peu, mais c'est en fait 3 fois plus que l'année précédente, où il n'y a eu que 3 DS. Voilà. C'est évidemment très peu, et pour une bonne raison, c'est que je pense que si vous rentrez dans une bijouterie et que vous interrogez les vendeurs ou les acheteurs sur leur connaissance du dispositif national LCBFT de la réglementation, voilà, c'est une réglementation qui est très peu connue, et quand bien même un marchand d'or commencerait à poser des questions, il est évident que la personne mal intentionnée irait voir quelqu'un d'autre et que ce ne serait pas un obstacle d'écouler son or. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr que ce soit une technique généralisée, parce qu'il faut quand même connaître ce secteur-là, il faut connaître peut-être les gens, il faut prendre le risque d'acheter de l'or et de le revendre derrière. C'est pas quelque chose de très très pratique. Donc en dehors effectivement de la place d'Anvers qui est bien connue, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'assez généralisé. Je pense qu'un fraudeur fiscal, un chef d'entreprise un peu véreux ou un trafiquant prendrait pas le risque d'aller acheter de l'or. Voilà, ça me semble quelque chose de peu documenté, mais parce que je pense que c'est relativement fantasmé. Oui, enfin, le Soudan, l'Afrique de l'Ouest sont des zones de conflit où le trafic d'or est massif. Donc, c'est
pardonnez-moi, un peu documenté. Pardon, et je restais uniquement sur le contexte de la France. Oui, d'accord. Oui, non, mais Autant là, on est dans un contexte international. Donc, je me permets modestement, à ma place, pour vous dire que, non pas seulement du point de vue des auditions, mais du point de vue de la réalité, et spécifiquement dans des zones particulièrement névralgiques, c'est un sujet qui, de mon point de vue, est extrêmement sensible compte tenu de la fiabilité du métal en question. Non, mais absolument, vous avez raison. Je restais sur la situation spécifiquement française où l'or ne me semble pas être un vecteur de blanchiment. Bon, on va prendre la dernière question peut-être de Grégory Blanc, si vous le voulez bien, messieurs. J'avais deux questions. La première, à Monsieur Monet, on a beaucoup parlé de mouvements financiers à l'échelle internationale. C'est effectivement extrêmement important dans le cadre de notre travail. J'avais en tête le fait que 96%, le chiffre a été dit à plusieurs reprises, 96% du blanchiment se faisait dans le cadre de l'auto-blanchiment. Et donc en proximité, ça a été dit par plusieurs, dans plusieurs auditions. Et du coup, on en a peu parlé, et notamment avec le fait qu'il y avait un recours massif au travail au noir dans ce cadre-là, et que ça représentait plus de la moitié. J'ai bien compris que vous travailliez sur des organisations à l'échelle internationale. Je voulais savoir si c'était des schémas que l'on retrouvait, et vous ne l'avez pas évoqué. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, concernant les déclarations de soupçons, et à M. Bellion, j'étais étonné, quand on parle notamment de liens avec l'immobilier, de voir que les banques faisaient 94% des déclarations de soupçons, et les notaires me dire, en tout cas chez moi, mais en fait ils font des déclarations de soupçons à partir des informations qu'on leur transmet ou des alertes qu'on leur donne. Et qu'en même temps, quand on regarde les territoires, en termes de sensibilisation, en termes d'inscription dans les chartes, j'ai plus les termes exacts en tête, mais on s'aperçoit que les territoires où les notaires s'engagent dans les démarches de prévention ne sont pas forcément les mêmes que ceux... en tout cas, il y a un peu plus de lenteur dans les territoires où il pourrait y avoir un peu plus de trafic. Voilà, je voulais savoir comment vous aborderiez ça. Rapidement, s'il vous plaît. Complément très rapide. On observe également un investissement dans le même type de zone, non seulement dans l'or, mais également dans les forêts, le trafic de bois. Et au Brésil, le groupe sur lequel je travaille se diversifie. Ils me disent que ça leur rapporte autant, la cocaïne leur rapporte autant aujourd'hui que l'exploitation illicite de bois en Amazonie. Et de ressources minières. Pour vous répondre, monsieur, oui, tout à fait. Alors, je travaille aussi sur des organisations en France, mais n'ayant pour l'instant rien publié sur ce sujet, j'utilise très peu ce matériau. Mais tant à l'étranger qu'en France, oui, j'observe exactement ce schéma d'auto-blanchiment. Quand je mentionnais le secteur de la construction comme priorité, la première vocation, c'est effectivement la captation illicite de marchés publics. La deuxième, et c'est aussi, et j'aurais dû le mentionner, pardonnez-moi, des secteurs qui sont ciblés sont aussi des secteurs dans lesquels l'économie informelle est massivement développée, notamment le paiement illicite d'une partie de la masse salariale, d'une partie des fournisseurs en cash, et c'est malheureusement vrai du secteur de la construction, y compris ici. Donc là, oui, on va viser ces secteurs-là parce que, historiquement, dans ces secteurs-là, on peut payer une partie des employés et des fournisseurs en cash, donc c'est une façon d'intégrer du cash. Et ensuite, pour le secteur spécifiquement de la construction et de la rénovation, là aussi, il y a une très forte priorité sur ces secteurs-là, parce qu'on va pouvoir faire l'acquisition d'un bien, donc c'est un mix, immobilier, rénovation, on va faire l'acquisition d'un bien à rénover de façon légale. En revanche, les travaux seront financés par des flux d'argent en cash totalement illicites, et c'est comme ça qu'on va blanchir à la revente le bien rénové. Le blanchiment résultant du différentiel entre le prix à la revente et le prix à l'achat du bien rénové, et le blanchiment étant effectué par les travaux non déclarés. Vous ai-je répondu? Donc je l'observe à l'étranger, beaucoup ici, et beaucoup en Espagne. C'est un schéma qui est massivement utilisé par les narco-colombiens en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Monsieur Bellion.
Oui, peut-être sur l'activité déclarative. Alors, les banques, effectivement, émettent à peu près la moitié des DS. Et si on prend l'ensemble des professions financières, c'est 94%, je vous rejoins sur ce chiffre. Bon, c'est pour une bonne raison, c'est parce que elles ont été supervisées depuis plusieurs années avec des sanctions pour des montants importants. Et donc aujourd'hui, toutes les banques ont déployé un dispositif LCBFT assez solide, si bien qu'il n'y a pas vraiment, alors je parle encore une fois des banques en France, il n'y a pas vraiment de risque de concurrence déloyale entre une banque et une autre. Un client qui ne veut pas donner ses informations à la BNP ne pourra pas se retourner contre la banque postale pour être onboardé de manière moins diligente. Voilà, le dispositif aujourd'hui, il est plutôt solide au niveau des banques. Le sujet des notaires, et c'est comme pour toutes les autres professions non financières, c'est certainement qu'elles ont des organes de supervision, alors soit autogérés, soit qui n'ont pas les mêmes moyens que la CPR et l'AMF, la même visibilité, pour en plus des populations beaucoup plus vastes. Donc on en revient encore à cette question de l'adhésion, de la compréhension de la réglementation, de la compréhension de ce qui est attendu et de l'adhésion à cette réglementation à laquelle s'ajoutent toutes les contraintes un peu opérationnelles qu'on évoquait, notamment sur la connaissance de la clientèle. Alors en général, les notaires et les professions des droits et du chiffre sont quand même un peu plus au fait que les professions non financières qui ne relèvent même pas de cette catégorie de professionnels. Mais voilà, il y a sans doute encore effectivement une marge de progression significative à faire. Je ne dis pas du tout que les notaires font mal leur travail. Je pense en revanche qu'en termes de campagne de contrôle et de diffusion de sanctions, il y aurait peut-être aussi la matière à avoir une dimension un peu plus proactive. Merci, merci messieurs. Le temps presse et donc je dois lever la séance. Avec Madame la rapporteure, nous souhaitons vous remercier, Monsieur Monet, pour la précision de vos propos et puis pour le courage dont vous faites preuve dans vos déclarations. Merci, merci pour ces informations. Et Monsieur le Président, merci aussi. Vous avez eu un peu moins de temps peut-être, mais on reste en contact aussi par écrit et si on reviendra peut-être vers vous éventuellement pour d'autres questions par écrit. Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux.